pouvons pas non plus accepter que certains confisquent la liberté, l'intégrité physique ou la propriété matérielle des uns et des autres. Réaction maintenant du ministre de la Justice. Le garde des Sceaux invite les manifestants à la retenue et à préserver l'ordre public. Madame Aminata Touré indique également que la justice sénégalaise est indépendante et elle fera son travail sans pression. Le ministre de la Justice. Je pense qu'il faut quand même que l'ordre public se préserve. Les Sénégalais aujourd'hui veulent développer leur pays dans la paix. Nous avons eu des élections, il y a un gouvernement qui a été installé, qui se met au travail et l'ordre public doit être préservé pour que les gens aillent travailler comme vous le faites, comme je le fais et évidemment que la justice suive son cours parce qu'il ne s'agit pas de faire pression sur la justice mais qu'on attende que les magistrats fassent leur travail. Et puis la direction de Dakar Demdik a décidé de suspendre la mise en circulation de ces bus, une mesure qui fait suite aux nombreuses casses dont a été victime la société de transport lors des manifestations des Tiantakouna. Autre grosse colère, celle d'étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont incendié la direction du centre des œuvres universitaires. Ils manifestent ainsi contre la démolition pour raison de sécurité de 6 pavillons préfabriqués et la fermeture prévue le 26 octobre prochain du campus social. Reportage Louise Sarr avec Atanarba pour les images. Sont vraiment décidés à ne pas sortir du campus social au point de brûler la direction du coude. Contre la démolition de ces 6 pavillons préfabriqués, ils sont prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. On nous a amené un homme qu'on ne sait pas d'où il vient, qui ne cesse de prendre des décisions impopulaires sans aucune concertation avec les étudiants. Raison pour laquelle nous nous sommes regroupés comme un seul homme dans un mouvement dénommé le Club des étudiants de l'université, qui regroupe l'ensemble des facultés de l'université. Que ce soit ceux qui sont dans les amicales, que ce soit ceux qui n'étaient pas dans les amicales. C'est l'ensemble des étudiants. Et le combat que nous menons, c'est un combat noble. Il veut fermer le campus le jour de la Tabaski, le 26. Nous lui disons que cette mesure ne marchera pas, cela ne passera pas. Pour pallier à ces décisions préjudiciables selon eux, les étudiants invitent l'État à les reloger dans certains sites qu'ils ont proposés. Nous ne sommes pas contre la démolition des pavillons préfabriqués parce que la vie d'un étudiant vaut mieux que 1000 pavillons préfabriqués. C'est une exigence des étudiants depuis 4 ans que nous avons posé cet acte-là. Pourquoi nous avons même proposé des solutions à l'État? Village du Ferment, ça appartient à l'État. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Je ne sais pas. C'est à eux de trouver ces villages et nous ramener ça. Logement des militaires de Wokam, les militaires français qui se trouvaient au niveau de Cité Crodel, on veut qu'on nous donne ça. Ces logements-là, c'est des logements qui veulent combler au moins 3 à 4 pavillons. Cité Kergogi, c'est des immeubles, il y a des immeubles qui appartiennent là-bas à l'État. L'État n'a qu'à trouver des lits. L'immeuble Yassalam appartient à l'université dans le passé. On ne sait pas par quel magistrat nous ne revient plus. Donc c'est à l'État de trouver des solutions. Nous avons proposé des solutions. Cette manifestation des étudiants n'est pas la première du genre. Le collectif des amicales de l'UCAD avait annoncé leur accord pour évacuer les 6 pavillons ciblés du campus social au moment où d'autres groupes d'étudiants refusent de quitter les lieux ce 26 octobre. Une autre actualité, l'arène de lutte sénégalaise éclaboussée par la chute d'un de ses plus grands promoteurs. Luc Nicolaï a été arrêté samedi et détenu à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Dans la capitale du rail se trouve notre correspondant Cheikh Anta Diop. Bonsoir. Et bonsoir Mamadou. Luc Nicolaï devait être présenté au procureur de la République. Quelles sont les dernières informations le concernant? Ils viennent tout juste de quitter le tribunal régional de Thiès. Luc Nicolaï et ses présumés acolytes bénéficient d'un retour de parquet. Le chef de la brigade des douanes de Mbour, Abdou Khadr Kédé, un autre élément de la même brigade, et 2 agents de l'hôtel Lamantin Beach. Ils ont été auditionnés par le procureur puis par le juge d'instruction pendant 7 tours d'horloge. La famille de la lutte sénégalaise a aussi été au rendez-vous. Parmi elles, Bazoka, le président des managers et beaucoup de lutteurs. Ils sont 5 prévenus, 2 agents de douane, le chef de la brigade des douanes et en même temps des employés de Lamantin Beach et Luc Nicolaï. Luc Nicolaï et ses présumés acolytes, en tout cas, seront édifiés sur leur sort ce mardi, demain, vers 12h ou 13h, Mamadou Ibrakan. Cheikh Anta Diop, merci. Selon son avocat, Luc Nicolaï est poursuivi pour extorsion de fonds. Il est présent dans l'arène de lutte depuis plus d'une dizaine d'années. Il ne cesse d'impressionner le grand public par ses gros cachets. Portrait signé Ibou Dioufan.
Il est sans conteste le promoteur le plus en vue de l'arène sénégalaise ces 5 dernières années. Dans le milieu de la lutte, on présente Luc Nicolaï comme un promoteur généreux. Le lutteur qui passe entre ses mains ne tarisse d'éloges à propos de ses largesses. Luc Nicolaï s'est signalé dans l'arène avec le choc Morière-Bombardier à Bourg. Nous sommes en novembre 2001. Quelques années plus tard, Luc Nicolaï met les petits plats dans les grands. Le 14 mai 2005, avec un gala de lutte à l'affiche, Yekini Khadim Ndiaye et Tafa Gueye, Lac de Guerre 1. Le promoteur d'Mbour revient en force le 10 juin 2007. Le combat Yekini Balla Gaye 2 est monté à hauteur de 150 millions. Jamais un tel cachet n'avait été avancé dans la lutte. 2012 restera l'année phare du promoteur. Luc Nicolaï avait placé la barre haute pour s'adjuger les affiches Yekini Balla Gaye 2, Bombardier Tapha Tine. 400 millions sur la table pour l'organisation de ce combat. D'un côté 150 millions pour Yekini et 120 millions pour Balla Gaye 2. Sans oublier les 60 millions versés à Gris Bordeaux contre 30 millions à Baye Mandione. En plus de ses engagements dans la lutte, Luc Nicolaï est un grand éleveur, un promoteur qui s'investit également dans l'hôtellerie, la restauration et dans l'immobilier. Luc Nicolaï est un homme confiant à la hauteur de ses moyens. Son interpellation par la gendarmerie ouvre la porte à toute supputation. Comme promis, nous recevons nos invités. À ma droite, Ibrahima Khalilullah Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Vous êtes le secrétaire général adjoint du SYNPICS, le syndicat des journalistes. Et puis à ma gauche, El Hadj Abdoulaye Seck, bonsoir. Bonsoir. D'Amnesty International. Avant de commencer cet échange, je vous propose de regarder ce sujet de Chérif Dia, toujours sur l'affaire Cheikh Béthio Thioune. Les manifestations de ce matin se sont poursuivies jusque dans l'après-midi. Ici, on est à Liberté 6. Regardons. La peur sur Liberté 6 après le passage de manifestants se réclamant des Thiantakoun. Ils ont déversé leur colère sur ces 2 bus appartenant à un privé. Je pensais que c'était une simple manifestation de jeunes du quartier, mais ce n'était pas le cas. Ce sont des Thiantakoun en colère qui s'attaquaient aux bus. J'ai essayé de les rappeler à l'ordre en leur faisant savoir que ces bus appartenaient à Jombaï, mais ils ne m'ont pas écouté. J'étais seul ici, donc je ne pouvais que constater les dégâts. Après, ils se sont éclipsés. À un moment donné, j'avais même peur qu'ils s'en prennent aux moutons que je vends à côté. L'un des bus a failli être incendié. Le pire a heureusement été évité de justesse par les riverains qui ont vite éteint les flammes. Aussitôt alerté, je suis sorti et j'ai trouvé les 2 bus saccagés par les Thiantakoun. Je condamne cet acte en tant que mouride. Et je suis convaincu que Cheikh Béthio Thioune, que je connais bien, ne leur a pas demandé de faire ça. Chacun de ces 2 bus coûte 30 millions de francs CFA, donc le total fait 60 millions. Cette dame n'oubliera pas de sitôt son après-midi d'aujourd'hui. Témoin des événements, elle a échappé au lynchage. Il poursuivait un bus Tata avec des jets de pierre. Ma sœur m'a demandé de regarder la scène. Après, les jeunes casseurs se dirigeaient vers moi en m'ordonnant de quitter les lieux, sinon ils s'en prendraient à moi. Ils étaient violents, ils m'injuriaient. L'un d'entre eux a versé de l'essence dans le bus et l'a allumé. L'autre me poursuivait avec des jets de pierre. J'ai couru jusqu'à entrer dans la maison de mes voisins pour me sauver avec mes enfants. À Liberté 6, les commentaires vont bon train sur ces agissements. L'artiste Jombaï annonce une plainte contre les auteurs de ces actes. El Hadj Abdoulaye Seck, bonsoir donc. Votre organisation Amnesty International se bat pour les droits de l'homme. Quelle réaction avez-vous au vu de ces images, manifestations de talibés de Cheikh Béthio Thioune pour sa libération? Ils n'ont pas apprécié, mais alors pas du tout, son transfèrement de la prison de Thiès à celle de Dakar.
Merci Mamadou. Nous voudrions condamner les cas qu'on a notés aujourd'hui partout à Dakar. C'est pour les dénoncer fortement parce qu'on considère qu'on ne combat pas l'arbitraire par l'arbitraire. Et les honnêtes citoyens dont les biens ont été caillassés n'ont rien à voir avec cette affaire. Mais l'interrogation fondamentale pour nous, c'est de savoir où est-ce qu'était la police depuis ce matin. Parce qu'on est dans un pays organisé, c'est la police qui est chargée du maintien de l'ordre, d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et depuis ce matin, c'est une absence totale qu'on a notée. On ne se l'explique pas. On attend des autorités du ministère de l'Intérieur notamment et du directeur de la police nationale qui nous disent qu'est-ce qui justifie ce mutisme-là et c'est le non-déploiement des forces de sécurité à Dakar. La seconde chose que nous voudrions souligner, c'est que on ne considère pas que c'est le travail d'un avocat de participer à des manifestations. On l'a vu pendant le week-end, des avocats de Cheikh Béthio participer à des sittings, participer à des manifestations. On considère que si les avocats avaient fait le travail et usé des recours dont ils disposaient pour attaquer la décision administrative de transfèrement, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Très bien, on reparlera tout à l'heure de cette décision administrative. Ibrahima Khalil Ndiaye, la même question. Comment vous réagissez, vous, en tant que journaliste, citoyen aussi certainement, face à ces manifestations? Bon, écoutez, pour le citoyen, il est peiné puisqu'il s'attendait quand même à ce que l'État puisse non seulement anticiper, mais également être là, fort, puisqu'il incombe seulement à l'État d'assurer la protection des personnes et des biens. Ça, c'est un premier aspect. Donc, que les populations sénégalaises puissent être prises à partie par rapport à des faits qui ne les concernent pas de prime abord, c'est regrettable, d'autant plus que pour certains d'entre eux, ils ont investi leurs biens ou bien c'est des dettes qui ont été contractées auprès d'institutions financières, ce qui, du pareil au même, ils vont souffrir le martyre, surtout qu'on est à la veille d'une fête qui va mobiliser beaucoup d'argent pour ces pères de famille. La seconde chose également, c'est que quand nous regrettons ces États, c'est par rapport à la faillite de l'État. L'État a seul le monopole de la violence, l'État doit assurer la protection des personnes et leurs biens, anticiper sur les choses. Où est l'État? Mais pourquoi on pose cette question? Non, je pense que l'État était absent par rapport à l'absence d'aujourd'hui. Oui. Puisque l'État a les moyens quand même de par les services de renseignement, de savoir ce qui se trame et également d'infiltrer les uns et les autres, les groupuscules qui puissent s'organiser pour commettre des méfaits. Maintenant, c'est-à-dire que si les gens s'interrogent, je pense qu'aujourd'hui cette manifestation restera dans les dates et l'État est appelé à prendre date par rapport à la date d'aujourd'hui. M'excusez de la répétition, mais c'est impératif puisque je pense quand même que l'une des choses que l'on regrette dans ce pays, c'est que l'autorité de l'État a été bafouée, a été vraiment émiettée pendant très longues années et puis on entendait de ces nouvelles autorités quand même qu'il y ait une restauration de l'autorité. Maintenant, par rapport au second aspect de votre question, par rapport aux journalistes... je n'ai pas encore posé. Non, vous avez dit en tant que journaliste et en tant que... En tant que journaliste aussi, ma réaction est par rapport au travail abattu par nos confrères, une réaction de fierté. Puisque si aujourd'hui les populations sénégalaises sont au courant de ce qui se passe, c'est que la presse s'attelle bien à remplir sa mission qui est d'informer et les gens ont l'information à temps réel, ils savent ce qui se passe et qui leur permettra de prendre leurs dispositions. Et même par rapport aux disciples de Cheikh Béthio, il faut dire que s'il n'y avait pas la presse, il n'y aurait pas eu des informations à temps réel ou bien avec tout le professionnalisme requis, donc sans prendre à ces gens, je ne vais pas anticiper une réponse sur une question qui n'est pas encore posée, mais elle le sera tout à l'heure. C'est vrai, dans ce débat, il y a deux principes, c'est le droit à l'information, mais aussi le droit qu'on reconnaît à un détenu. C'est justement l'argument brandi par les disciples de Cheikh Béthio, tout comme ses avocats, El Hadj Abdoulaye Seck. Ils dénoncent la procédure qu'ils jugent illégale du transfèrement de Béthio de la maison d'arrêt de correction de Thiès à celle de Dakar. Comment vous appréciez ces arguments qui sont mis en avant par le camp de Cheikh Béthio? Oui, lorsque le transfert a eu lieu, le directeur de l'administration pénitentiaire avait sorti un communiqué pour motiver un peu les raisons de ce déplacement. Des raisons de sécurité. Des raisons de sécurité liées à l'administration pénitentiaire. Liées à la santé et peut-être à la promiscuité à Thiès. Mais ce qu'on considère, c'est que l'administration pénitentiaire s'est basée sur le droit.
pour effectuer ce transfert. Il appartenait aux avocats de Cheikh Béthio Thioune de saisir les juridictions, notamment la Cour suprême par sa chambre administrative, où il est même prévu une procédure de référé, où sous 48 heures, on a une décision. Il fallait, à mon avis, saisir les autorités pour contester cette décision-là. Et s'il n'était pas fondé, qu'on retourne Cheikh Béthio à Thiès, si c'était son vœu ou les vœux de ses avocats. Mais il n'appartenait pas aux avocats de participer à des manifestations ou d'haranguer les foules. Mais en tant qu'Amnesty International, est-ce que vous estimez que les droits du détenu Cheikh Béthio Thioune ont été violés? Je ne peux pas le dire à l'état actuel des choses parce qu'on n'a pas peut-être toutes les informations à ce niveau. Les contacts que nous avons eus et les discussions que nous avons eues ont montré que manifestement il y avait quelque chose d'assez illégal. Et on a même entendu un ancien directeur de l'administration pénitentiaire dans la presse ce week-end et ce matin aussi, argument à l'appui, dire que ce transfert est illégal. Et selon les informations, ni le procureur ni le juge d'instruction n'étaient au courant. Oui, c'est ce que je dis. Lorsqu'il y a des positions divergentes, lorsqu'il y a quiproquo, il appartient à la justice de trancher. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. On aurait pu éviter tout ce qu'on a fait ce matin et qui est dommage parce que c'est des paisibles citoyens qui ont vu leurs biens détruits alors qu'ils n'avaient rien à faire par rapport à cela. Je dois préciser avant de réintroduire Ibrahima Khalilou Ndiaye que nous avons invité sur ce plateau ce soir la partie gouvernementale tout comme la partie qui défend Cheikh Béthio Thioune. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur cette affaire. Alors, Ibrahima Khalilou Ndiaye, parlons maintenant du droit à l'information des journalistes. Vous le savez certainement, des journalistes du groupe Futur Média ont fait l'objet de menaces. Mamadou Amar Ndione, vendredi, a été pourchassé et n'a dû son salut qu'à un taximan qui l'a sauvé de justesse. Comment le SYNPICS réagit par rapport à cette situation? Oui, écoutez, moi je pense aussi que cette situation qui interpelle le SYNPICS interpelle d'abord nos autorités qui ont la responsabilité de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ça c'est un premier aspect, mais en tout état de cause, le SYNPICS ne se soustrait quand même au sort des journalistes, particulièrement eu égard à des menaces qu'ils reçoivent ou autres dans l'exercice de leur fonction. Nous pensons que si les gens ont des choses à reprocher aux journalistes, ils peuvent saisir l'organe d'autorégulation qui existe dans la profession, le CORED, ou bien carrément aller en justice. Ça, c'est un premier aspect. Mais en tout état de cause également, nous invitons nos confrères qui subiraient des menaces à se rapprocher de nous, à venir éventuellement au siège du SYNPICS des mercredis où il y a une permanence, où nous allons enregistrer nos doléances, voir ensemble comment faudrait-il faire pour faire aboutir ces dons. Mais encore une fois, il appartient à l'État de protéger les citoyens. Et je pense que les événements d'aujourd'hui nous révèlent qu'il y a une bonne partie des Sénégalais qui disent devant cette faillite de l'État qu'il faudrait envisager à recourir à une protection personnalisée, entre guillemets. Donc, moi, je pense également que ça ne ferait qu'instaurer une certaine pagaille, excusez-moi du terme, mais je pense, en tout état de cause, si l'État faillit à sa mission, et les gens vont essayer de trouver des mesures individuelles, ce qui n'est pas approprié, puisqu'on ne pourra pas savoir qui est armé ou qui ne l'est pas armé, et encore que l'armement, que ce soit des armes blanches ou bien des armes à feu, doivent obéir quand même à une certaine logique. Et n'oublions pas qu'on est à la veille d'une fête religieuse qui fait que les armes blanches circulent à foison. Maintenant, je pense que les journalistes, quand même, il faut qu'ils continuent à faire le travail en tout professionnalisme. Et j'ai rappelé tout à l'heure que nous avions procédé à une distribution de portes de gilets durant les échéances électorales dernières. Et maintenant, c'est aux journalistes d'apprécier s'ils veulent les porter, ok. S'ils ont peur d'être stigmatisés par le port de ces gilets ou bien d'être facilement reconnaissables, qu'ils s'abstiennent. Chacun gérera à son niveau individuel et évaluera l'opportunité de porter ces gilets. Mais nous leur appelons à plus de vigilance quand ils couvrent des manifestations d'ordre public, mais également qu'ils soient encore très professionnels dans le traitement de l'information. Alors, Elhadji Abdoulaye Seck,
ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des scènes de violence suite à des manifestations de citoyens. On se souvient il y a un an, le 23 juin, le 27 juin, et toutes ces manifestations qui ont eu lieu pendant tout le long de la campagne électorale de la présidentielle dernière. Et à chaque fois, il y a des violences. Qu'est-ce qu'en pense Amnesty International? Est-ce qu'il y a un dispositif que vous avez mis en place pour que les droits des personnes et des biens soient respectés? Oui, nous avons toujours alerté les autorités par rapport à ces violences-là, qu'elles soient organisées ou qu'elles soient faites de façon spontanée. Nous restons convaincus que c'est le rôle de la police d'organiser tout cela. Et on considère qu'ils l'ont fait volontairement. Aujourd'hui, on considère que la police a décidé volontairement de ne pas intervenir. Ah bon? Oui, pour des raisons évidentes. C'est juste pour montrer à la population que voilà, lorsque nous faisons notre travail, on y critique et laissons faire. Mais on considère que ce n'est pas un acte républicain, ce n'est pas ce qu'on attend de la police. On attend de la police parce que c'est son rôle de faire en sorte que les manifestations aient lieu, mais qu'elles aient lieu dans de bonnes conditions. On sera toujours là pour condamner des violences, qu'elles viennent de la police ou qu'elles viennent de la population. Mais on ne peut pas vivre dans un état où tout chacun fait ce qu'il veut. On continue de faire le monitoring de tous ces cas-là, notamment de tous les cas de décès qu'on a notés lors des violences électorales et bien après, pour que justice soit faite pour ces cas-là, parce que nous, on attend, les familles aussi des victimes attendent. Depuis l'avènement du président Macky Sall, on attend qu'il pose des actes concrets par rapport à cela. Il y a eu, au lendemain de son avènement, des poursuites ou des convocations qui ont été faites sur la base de détournement de fonds publics. Mais les familles qui ont perdu leurs parents, les siens, sont aussi en train d'attendre que l'État fasse cela et qu'on ne reste pas prisonnier des déclarations ou des contraintes des policiers, parce que depuis qu'on a commencé à les arrêter, à les interroger, on ne cesse de faire des déclarations au niveau de la presse pour leur dire qu'il ne faut pas les toucher. Quand même bien, ils ont commis des bavures et on considère que ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Les gens doivent rendre compte, la police a des responsabilités, il a des pouvoirs, mais il faut que ces responsabilités-là soient accompagnées de l'obligation de rendre compte. Et ça, nous y tenons. Alors, ce que dit El Hadj Abdoulaye Seck est intéressant. La police sénégalaise aurait-elle laissé faire de crainte d'être accusée de torture, de violence sur des citoyens, comme on a eu à le faire, à le constater lors de manifestations il n'y a pas longtemps? Mais je pense qu'il faut relativiser, puisque la police, elle est commandée, elle obéit à des ordres. C'est vrai que les gens ne sont pas censés exécuter à la lettre tous les ordres, comme on disait à l'époque, sans tapage ni murmure. Maintenant, les choses ont évolué. C'est vrai qu'il y a eu ces précédents. Je ne dirais pas que les actes aujourd'hui constituent un épiphénomène, mais l'État, quand même, c'est la force publique. L'État tire sa légitimité du suffrage universel. Le président de la République, le suffrage universel est très fort. C'est tous les Sénégalais qui lui ont confié leur destinée dans un intervalle de temps bien défini. Qu'il faudrait que pendant cette période, cet intervalle de temps, que l'État puisse gérer nos attentes, et faire en sorte que quand même qu'on s'en tire à meilleur compte. Maintenant, dire que la police, y égard aux événements antérieurs, aux convocations, etc., c'est vrai que les gens doivent être responsables. Et je pense que nous avons une armée de façon élargie, les forces armées sénégalaises, que ce soit la police, la gendarmerie ou bien l'armée, très professionnelle. Et encore que nous savons que la police est dans les centres urbains, c'est une force de catégorie numéro 1. La gendarmerie, c'est une force de catégorie numéro 2. On peut faire appel à elle, tout comme également les forces armées qui sont postées aux lignes frontalières et qui constituent une catégorie numéro 3, qui peuvent être aussi appelées à la rescousse en cas de besoin. Je pense qu'il ne faudrait pas lésiner sur les moyens par rapport à la protection des populations et de leurs biens. Donc, je trouve que c'est un prétexte fallacieux que de dire que, égard aux événements antérieurs, où sont ceux qui commandent l'armée? La police, c'est l'autorité politique. Elle a une vision, et l'autorité militaire, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée, les gens mettent en exécution la vision. Et les gens
les chefs qui ont appris à la bonne école et qui sont très bien outillés, qui sont très professionnels, savent ce qu'il faut faire, quelles mesures faudrait-il prendre. Donc aujourd'hui, s'il y a une faillite, ce n'est pas par rapport aux forces policières qui n'attendent en réalité que les ordres. Et dans la mi-journée, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a déployé les éléments de la brigade d'intervention polyvalente, les gens ont pu disperser des manifestants, n'est-ce pas? Donc je pense également qu'il faudrait que des cabinets ministériels de la primature ou bien même de la présidence de la République, que les gens puissent dire que oui, écoutez, il faut faire ceci, il faut faire cela, qu'il y ait quand même une politique sécuritaire qui a été étudiée, qui a été mûrie, qui a été réfléchie avant qu'elle soit mise en branle. Je pense que c'est ce qui a manqué. Les gens n'ont pas pu anticiper d'éventuels événements pareils. Donc il ne faudrait pas nous dire que le commissaire Arounsi a été entendu, que ceux qui ont fait des bavures à Podor commencent à Sangalkam. Écoutez, moi je pense aussi que ce pays, il y a énormément de problèmes. On a sapé et démoralisé l'autorité de l'État depuis des années. Il y a énormément de problèmes dans tous les aspects. Maintenant, d'abord, le problème fondamental, c'est de procéder à des ruptures. La principale rupture devrait être quand même que l'État soit là, que les gens sentent l'État et que personne ne puisse penser qu'il peut faire tout ce qu'il veut et s'en sortir à bon compte. Très bien. Et là, Abdoulaye Seck, c'est la dernière question. Avez-vous constaté, vous, au niveau d'Amnesty International, des éléments constitutifs de violation des droits de l'homme au cours des manifestations auxquelles on a assisté dernièrement, vendredi dernier et ce lundi? Oui, je pense que les images l'ont montré. Il y a des images qui tournent en boucle au niveau des télévisions. Il y a des personnes qui ont subi des dommages matériels. On n'a pas encore d'informations de perte de vie qui seraient liées à ces manifestations, mais on continue de veiller à faire le monitoring, de collecte de l'information, mais surtout à faire en sorte que les responsabilités soient situées de part et d'autre, du côté des manifestants, mais aussi de ceux qui étaient chargés de maintenir l'ordre à travers au cours de la journée. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce 20h qui recevait Ibrahima Khalil Ndiaye du SYNPICS et El Hadj Abdoulaye Seck d'Amnesty International. Merci de nous avoir regardés ce soir. Bonsoir. Demain, rendez-vous avec Khalifa Diakhaté. Organisé par un parti politique, la situation s'est aggravée ce lundi 22 octobre avec la commission d'actes de violence et de destruction délibérée de biens publics et privés. Devant la gravité des actes de violence et de vandalisme qui ont été perpétrés, le gouvernement est déterminé à assumer sa mission de protection des personnes et des biens avec toute la rigueur que requiert la situation. À cet égard, les dispositions sont prises et les instructions fermes données aux forces de l'ordre pour faire cesser tout trouble à l'ordre public et toute atteinte aux biens publics ou privés et poursuivre selon les voies de droit les personnes ou groupements qui en seraient les instigateurs ou auteurs présumés. Le gouvernement tient à rappeler que M. Béthié-Thioune et d'autres personnes sont poursuivis dans le parfait respect de nos procédures en matière pénale et que, conformément au principe de séparation des pouvoirs et dans le respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense, tout citoyen doit s'astreindre à ne pas s'initier dans la procédure judiciaire en cours ou tenter de l'influencer. Le gouvernement met solennellement en garde toute personne ou toute association qui serait tentée de profiter d'une affaire judiciaire en cours pour faire pression sur la justice et entraver son cours normal ou pour saper l'image du pays. Un communiqué signé le porte-parole du gouvernement. Dakar a donc connu un lundi très agité. Des scènes de violence ont été notées dans plusieurs points du centre-ville. De nombreux bus de la société Dakar Demdik ont été incendiés, des véhicules particuliers et des magasins saccagés. Les violences sont parties d'une manifestation des Tiantakoun qui réclament la libération de leur guide religieux, Cheikh Béthié-Thioune. Voyons ce reportage signé Issa Touré. Ce sont des centaines de voitures garées à la place de l'Indépendance qui ont été victimes d'actes de vandalisme ce matin. Une situation inquiétante qui ne laisse personne indifférent. Ce qui se passe aujourd'hui est quand même regrettable et dommage pour tout citoyen ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai absolument rien à voir. Et toutes les personnes qui sont concernées par ce genre d'incident n'ont absolument rien à voir avec le mécontentement d'une certaine couche qui manifeste le mécontentement en faisant des actes de vandalisme caractérisés.
Et nous faisons appel à l'autorité, à l'État, pour qu'il envoie des messages forts, définitifs et irrévocables pour que ce type d'acte-là ne puisse plus, je dirais même pas prospérer, mais puisse être envisagé par quelqu'un, parce que la personne qui va commettre ce type d'acte saura les conséquences que son acte va engendrer. C'est malheureux ce qui se passe. On est dans un pays islamique, casser des voitures. Des gens qui sont dans leur bureau en train de travailler, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas de problème avec le chef. C'est désolant, c'est malheureux. C'est malheureux ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est une réaction d'indigné. Outre ces voitures saccagées, certains magasins de commerce, des vitrines ainsi que des feux de signalisation ont fait l'objet d'actes de vandalisme. La brigade d'intervention polyvalente est intervenue pour amener le calme au niveau du centre-ville et dans certains quartiers de la capitale. Ces troubles à l'ordre public qui avaient commencé vendredi inquiètent les paisibles citoyens, dont certains ont vu leurs biens complètement détruits. Des biens publics ont été endommagés, des véhicules du ministère des Affaires étrangères stationnés à la place de l'Indépendance notamment, ce qui a poussé le ministre Alioune Badara Cissé à appeler au calme et à la retenue. Il n'est pas question d'une justice privée et l'État ne transigera pas, a-t-il dit. Nous l'écoutons. Nous étions en réunion de mise en place et de motivation ou de remotivation de nos parties du personnel devant aller en poste. Quand on nous a informé qu'il y avait une marée humaine qui s'en prenait aux véhicules de l'État. Eh bien, nous sommes sortis constater les dégâts. 5 véhicules au moins ont été endommagés par des pare-brises cassés, des vitres, des endommagements sur la carcasse. Nous trouvons ça très regrettable. Que certains citoyens mécontents d'une mesure administrative ou judiciaire s'en prennent aux personnes et à leurs biens. C'est le rôle de l'État et il est inutile d'ailleurs de le rappeler, mais c'est important de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Et je pense qu'à ce niveau, l'État ne transigera pas. Quand on n'est pas satisfait d'une décision, il y a des voies de recours pour y remédier. Il y a des avocats constitués dans certaines procédures et c'est leur métier et ce n'est pas des moindres pour pouvoir faire en sorte que leurs aspirations soient suivies d'effet. Mais quand on s'en prend aux personnes, quand on s'en prend au ministre de l'Intérieur, aujourd'hui à des véhicules, eh bien, je pense que c'est l'instauration d'une justice privée que l'État ne peut pas admettre, ne doit pas admettre. Je pense qu'il y a 2 choses tout simplement. C'est l'information rapide aux services et aux forces de sécurité, que les bâtiments publics soient sécurisés, qu'également, de manière générale, le citoyen lambda se sente en sécurité. Il n'est pas normal de protéger un ministre ou un député et de laisser courir un citoyen ordinaire qui peut être victime d'une prise à partie. Ce n'est pas juste. Il faut la sécurité, c'est un climat d'ensemble. Il faut que quand je me promène le soir, que je me sente libre d'aller où je veux. Mais il ne faut pas qu'il y ait des sens interdits parce que telle position publique ou telle démarche ou telle décision de l'État n'est pas susceptible d'emporter l'assentiment d'une certaine partie du personnel. Nous voulons nous voulons complètement rompre la situation d'ensemble entre cette dichotomie citoyen protégé et citoyen ne l'étant pas. Mais il faut que tout le monde comprenne que nous sommes tous d'égale dignité et que nous méritions tous de la protection de la loi. Un autre communiqué de la maison d'arrêt de correction de Rebeuss, le directeur de la MAC de Rebeuss informe que la visite générale du mardi 23 octobre 2012 est supprimée. Toutefois, cette mesure ne vise ni les avocats légalement constitués, ni les porteurs de permis spéciaux délivrés par l'autorité judiciaire. La Sénélec réceptionne de nouveaux équipements. Ces installations vont renforcer le réseau et améliorer sensiblement la qualité du service dans plusieurs quartiers de Dakar. C'est un reportage de Pabouna Thiaw. Le directeur général de la Sénélec s'est fait l'honneur d'assister à la mise en service des nouvelles installations de la sous-station de l'aéroport. Dernier réglage avant l'opérationnalisation et puis petite séance d'explication. On a coupé le câble ici, on a tiré un câble à partir de les cellules 30 kV. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, ici aussi, toujours on a un câble qui quitte le gyrobar 30 kg du nouveau poste, qui va venir reprendre le gyrobar de la sous-station. C'est pour l'alimentation des transports 36.6. Ces transformateurs dernière génération devront considérablement améliorer la distribution et jouer un rôle de relais en cas d'incident sur le réseau. Avec la mise en service de la sous-station aéroport, on va avoir un secours. Et ce secours qui est vraiment ce qui se fait de mieux parce qu'on va avoir 2 sources différentes.
Comme je l'ai dit l'autre jour, c'est comme quand quelqu'un voyage, il ne peut pas perdre du temps, il a son véhicule et ensuite il a une voiture suiveuse. S'il y a crevaison, s'il y a panne, s'il y a accrochage, il quitte la voiture et il prend une voiture. Donc ça veut dire que c'est des choses qui coûtent excessivement cher, mais vu disons, l'objectif des autorités de fournir l'électricité de façon suffisante, à bon marché, avec une qualité de service presque parfaite, ça vaut la peine quand même de faire ces postes. Les équipements vont nettement accroître l'alimentation des zones de Grand Yoff, Parcelles Assainies, Almadies ou encore Ouest Foire. Les nouveaux transformateurs sont 5 fois plus puissants que les anciens. À partir d'aujourd'hui, bien sûr, les gens vont constater qu'il y a une nette amélioration de la qualité et on va avoir une qualité de service égale à la qualité que vous avez dans tous les pays développés. Je voudrais aussi dire une chose, parce qu'on l'a vécu. Parce que, bon, si vous écoutez les radios, la presse, si vous écoutez les Sénégalais, on a l'impression que les choses traînent. Mais nous qui sommes dans le secteur de l'électricité, et ça je peux l'affirmer ici, la consommation d'électricité, qui est quand même un indicateur de l'activité économique, pour la première fois au Sénégal, on a une croissance de 18%. Au vert, les clignotants attestent de la bonne santé du réseau et cela malgré la forte demande de ces derniers temps. Une qualité de service qui sera encore accrue avec la réception de la sous-station de l'université prévue en janvier prochain. Le directeur général de la Sénélec assure qu'il n'y a plus de délestage à Dakar. Pape Dieng qui appelle certains abonnés à plus de responsabilité. Nous l'écoutons. Il est bon de dire quand même la vérité. La Sénélec, au mois d'octobre, c'est le mois le plus difficile pour Sénélec. Pendant tout le mois d'octobre, on a toujours eu une marge supérieure à 100 MW. 100 MW, si je peux vous le décrire, c'est plus que la consommation de la ville de Dakar. Enfin, quand je dis Dakar, c'est le département de Dakar. Donc, on a suffisamment de réserves lorsque, dans des émissions comme Warsa Khalat, ainsi de suite, des gens interviennent, qu'on puisse situer où ils se trouvent pour aller faire les réparations si c'est nécessaire. Parce que mon tailleur là, depuis ce matin, on ne sait pas où il se trouve. Mais si on connaît là où se trouve le tailleur, si bien sûr le tailleur existe, si on connaît sa police, sa référence, aussitôt on peut envoyer l'équipe pour réparer. Parce que vraiment on veut donner la meilleure satisfaction à la clientèle. L'autre jour, je me suis plaint qu'on a 950 000 abonnés. Bon, on met l'actualité sur 1000 abonnés qui ne sont pas alimentés. Bon, la presse certains journalistes nous disent ceux qui ont le courant, ce n'est pas une information. Heureusement, ça veut dire que c'est ça qui est maintenant normal, que les Sénégalais aient le courant. Ça, c'est normal, c'est pas la peine d'en parler. Et prions pour que ça continue. Et que l'exception, c'est les coupures. Le Sénégal va accueillir le Salon international des mines du 6 au 8 novembre prochain. Cette rencontre va, selon le ministre de l'Énergie et des Mines, permettre aux acteurs d'échanger sur les difficultés du secteur. Voici Alioune Ndiaye au micro de Thiarodien. Depuis l'adoption du code minier en 2003, le Sénégal est devenu très attractif. Et beaucoup de grandes structures qui investissent dans le domaine minier sont actuellement présentes au Sénégal, ou en tout cas nous sollicitent pour investir dans ce domaine. On a eu à organiser 2 éditions de ce salon, qui est une occasion pour ces différents exposants de venir au Sénégal, échanger et voir également les opportunités d'investissement. La 3e édition donc, de ce salon, l'édition 2012, ne sera pas en reste parce que nous attendons au moins 500 participants, 75 exposants donc, dans pratiquement tous les domaines donc, miniers.
Et nous pensons qu'avec ce record qui sera battu, parce que ça va faire presque 50% de plus par rapport à l'édition 2010. Et le thème également donc, de ce salon portera essentiellement sur comment impliquer les PME, surtout sénégalais, dans la chaîne minière, parce que comme vous le savez également, elles ne sont pas très présentes dans ce domaine. Nous pensons que les différents thèmes qui seront abordés leur permettraient en tout cas aux PME sénégalais d'avoir une meilleure appréciation de ce que le secteur minier peut leur apporter. Que nous sommes une nation. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'or est à Kédougou que ceux de Kédougou ont plus de droits que les populations de Dakar sur cet or. Aujourd'hui, les Dakarois n'ont pas plus de droits sur le poisson qui sort d'ici. Donc, ce n'est pas parce que les populations sont là-bas qu'elles ont seulement droit à ces ressources. La Tabaski approche à grands pas, elle sera célébrée ce vendredi. Les moutons sont disponibles, mais c'est le prix qui pose problème, malgré les exonérations accordées par l'État sur les taxes. Reportage au forail de Ngundian dans la région de Thiès, Cherfal. La Tabaski approche à grands pas. Un tour au grand forail de Seoukhey dans le Ngundian montre un décor qui rassure. Ici, le mouton est bien présent. Le problème est cet acheteur l'a appris à ses dépens. Il est venu de Dakar mais trouve les moutons encore trop chers. J'ai quitté Dakar pour acheter ici un mouton. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu obtenir ce que je cherchais. Les moutons sont trop chers. On croyait que c'était plus facile ici, mais ce n'est pas le cas. Pourtant, que de mesures prises pour rendre le mouton accessible. Quand la Tabaski en ruche arrive, le Premier ministre, le ministre de l'Énergie, le ministre des collectivités prennent tous des arrêtés pour demander en tout cas aux collectivités locales qui abritent ce bétail de supprimer les taxes et d'alléger, de créer les conditions d'accueil de ce bétail. Mais nous le faisons pour nos populations, parce que si vous allez au niveau de Seoukhey, mais c'est des centaines de femmes, c'est des centaines de jeunes qui tiennent leur petit commerce, de la restauration, aux vendeurs de cartes de crédit, aux vendeurs d'eau, mais véritablement aux vendeurs de cordes et de la commission qui travaille là-bas pour gérer les aspects sécuritaires, les aspects électricité, eau et tout. C'est un ensemble de commerce qui se développe, qui permet à des gens d'avoir le mouton de Tabaski, qui permet à des gens d'avoir ce qu'il faut pour la famille. Le forail, lui, continue son animation et son rythme. Les moutons seront à suffisance, confessent nos voisins mauritaniens, principaux pourvoyeurs. Ils ont remercié les autorités sénégalaises qui ont renoncé aux taxes. L'espoir n'est pas perdu cependant de voir chaque musulman disposer de son mouton. Car l'on peut envisager toutes les hypothèses, sauf celle d'une quelconque rupture. Mais à quel prix? L'Aïd el-Kébir n'attend pas. Pour la Tabaski, l'ambassade d'Israël offre des moutons à des familles démunies. C'est en collaboration avec le Congad. 50 moutons ont été remis à des familles vulnérables. Fantabachi. Pour la 4e année consécutive, l'ambassade d'Israël offre des moutons à des familles nécessiteuses pour leur permettre de fêter dignement la Tabaski. La Tabaski représente le sacrifice d'Abraham, notre père commun et fondateur de 3 religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le don cible des personnes handicapées ou démunies, des veuves, des orphelins, un élan de solidarité apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Ils ont été choisis à la suite d'une sélection effectuée par le Congad et ses ONG partenaires. Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, vous avez fait et continuez à faire ce geste noble et généreux pour tous ces gens qui sont démunis ici. Et à partir d'aujourd'hui, ils sont tranquilles parce que le Tabaski est assuré. Nous avons octroyé ce mouton à une non-voyante du nom de Adama Tchaou qui habite Yembel. Si tous ceux qui sont nantis faisaient de la sorte, il y aurait moins d'inégalité un peu dans la société sénégalaise. Cette année, le budget alloué à cette opération est revu à la baisse. L'ambassade d'Israël avait offert des vivres aux sinistrés des inondations. Nous avons assisté les familles qui étaient affectées, sinistrées. Et nous allons revenir à 99 moutons. C'est la noblesse du geste qui nous importe. Ce n'est pas sa valeur quantitative ni monétaire.
c'est justement l'expression d'une foi réelle. Cette manifestation est inscrite dans l'agenda de l'ambassade et elle contribue au renforcement des relations amicales et fraternelles entre Israël et le Sénégal. À l'approche de la Tabaski, le guide religieux Serigne El Hadj Malick Gueye parle des bienfaits du mouton. Chaque partie du mouton a des vertus médicales selon lui, le couteau et la corde aussi. Tous ces secrets sont contenus dans un livre qu'il présente comme un guide pour toute la famille. Abdelaziz Ba. Ce livre de 16 pages dévoile les vertus médicales du mouton de Tabaski. L'auteur donne des indications sur l'utilité de chaque membre du corps d'un mouton. Il s'agit de celui égorgé en guise de sacrifice le jour de la fête d'Eid el-Kabir. La corne gauche du mouton est très efficace contre le vol. Le foie du mouton renferme des vertus qui sont d'une grande utilité pour l'homme. La langue aussi est importante pour ceux qui font du commerce. La peau étendue pendant 7 jours est très utile pour les femmes à la recherche de mari. Le restant de l'eau bu par le mouton est bénéfique pour les femmes enceintes. Cela leur permet d'accoucher sans difficulté et sans césarienne. Dans ce livre que l'auteur considère comme un guide pour toutes les familles, Serigne El Hadj Malick Gueye explique que même la corde ayant servi à attacher le mouton et le couteau avec lequel on l'a égorgé ont des vertus médicales. La corde est très efficace pour obliger une personne à l'abstinence sexuelle. Si on en prélève une cordelette qu'on lui met autour de la taille, elle n'aura point de relation sexuelle hors mariage. Le couteau taché du sang est très efficace pour rendre une personne intelligente. Quiconque le fait pour une personne la rend intelligente et capable de retenir tout ce qu'elle apprend. Serigne El Hadj Malick Gueye dit tenir de tels secrets de son père. Il a écrit et publié ce livre pour permettre aux Sénégalais de profiter des possibilités qu'offre le mouton de Tabaski. Le pèlerinage à la Mecque, les missionnaires ont tenu une dernière réunion préparatoire avant l'étape de Mouna, Arafat et Mousdalifa. Avant le pèlerinage proprement dit, les pèlerins continuent d'aller prier à la grande mosquée de Médine. La restauration a été améliorée. Envoyés spéciaux à la Mecque, El Hadj Amadou Fall, El Hadj Youga Ndiaye, El Hadj Amadou Gueye Diop et El Hadj Cheikh Niang. C'est toujours le grand rush vers la grande mosquée où se trouve la Kaaba. Les Sénégalais continuent de déferler sur la Mecque en état de sacralisation. En effet, à la grande mosquée de la Mecque, c'est encore la grande affluence. Côté restauration, grâce à l'utilisation des restauratrices sénégalaises, les pèlerins ont l'embarras du choix. Mais pourquoi le choix des repas sénégalais? Au Sénégal, les gens aiment du tchéboudienne, du yassa et quelques plats variétés, quoi. Mais moi, je préfère de prendre du poulet parce que je n'aime pas du riz beaucoup, quoi. Et de crudité aussi. On n'est pas dépaysé par rapport au Sénégal parce qu'on retrouve les mêmes plats et les mêmes femmes aussi qui nous préparent les repas au Sénégal. Elles sont là. Bon, on trouve une bonne restauration, tout est ok. On a du tchéboudienne, on a du tchébouillapa, on a le mafé et le soir surtout le couscous. C'est bien, c'est très bien. Les missionnaires responsables religieux, contentieux, transport, sécurité, logistique et encadrement ont pris part à l'avant-dernière réunion préparatoire de Mouna. Sous la supervision du coordonnateur général des missionnaires, tous les problèmes ont été posés. Mais sont-ils fin prêts? Fin prêts, nous sommes fin prêts vraiment pour l'étape de Mouna, Arafat, Mousdalifa. Et l'innovation de taille cette année, c'est Mousdalifa. Mousdalifa, on a un dispositif très spécial parce que le pèlerin, quand il arrive à Mousdalifa, est complètement épuisé. Donc on a pris des dispositions par rapport à ça. Un groupe composé de précurseurs sera dès demain à Mouna pour les derniers réglages avant l'arrivée des pèlerins. L'actualité hors de chez nous, Barack Obama et Mitt Romney se retrouvent ce soir pour le 3e débat de la campagne électorale américaine. Ce sera également le dernier face-à-face entre les deux candidats au coude à coude dans les sondages. Coup de feu à Bissau la nuit dernière, le bilan fait état de 7 tués. Le gouvernement accuse le Portugal et l'ancien Premier ministre Carlos Gomes Jr., réfugié à Lisbonne.
La caserne des Bérets Rouges, corps d'élite de l'armée bissau-guinéenne, a été la cible d'une attaque menée par un groupe d'hommes armés dimanche à l'aube. L'échange de tirs a duré 1 heure, bilan 7 morts, dont 6 assaillants et 4 arrestations. Dans un communiqué, le gouvernement de Bissau a accusé l'ancien Premier ministre et l'ancienne puissance coloniale, le Portugal, d'être à l'origine de cette tentative de coup d'État. Carlos Gomes Jr. a été renversé par un putsch le 12 avril dernier, alors qu'il était arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Il est depuis exilé à Lisbonne. Cette accusation s'appuie sur la présence à la tête du commando du capitaine Pansaun Chama, un proche de l'ancien Premier ministre. Il serait en fuite avec le reste du commando. Le pays, en proie à une violence politico-militaire chronique, est devenu une plaque tournante du trafic de drogue. Et si le pouvoir a été rendu aux civils après le putsch d'avril dernier, la Guinée-Bissau reste sous la surveillance des pays voisins et de la communauté internationale. D'autres nouvelles du continent, bref et en images, nous irons au Mali, en Mauritanie, au Niger et en Égypte. L'envoyé spécial de la France au Sahel, Jean-Félix Paganon, annonce la reprise de la coopération militaire de Paris avec le Mali. Information donnée à Bamako juste après la réunion internationale de haut niveau sur la crise au Nord Mali. La France avait interrompu sa coopération après le coup d'État de mars dernier. Aujourd'hui, elle propose entre autres l'envoi d'instructeurs militaires. Objectif, remobiliser l'armée malienne face aux djihadistes du Nord Mali. Ce soldat mauritanien affirme être l'auteur du coup de feu contre son président. Il a raconté sa version nationale. Plaidant la bonne foi, il explique comment le président Aziz a été blessé par erreur le 13 octobre dernier. Le soldat a tiré sur une voiture banalisée qui refusait de s'arrêter pour un contrôle, sans savoir, dit-il, que le chef de l'État était à l'intérieur. Officiellement, aucune sanction n'a été prise contre le militaire fautif. Nouvelle manifestation au Niger contre le prix de l'essence. Ils étaient plusieurs centaines à réclamer du carburant moins cher. Le Niger s'est lancé dans la production de pétrole il y a 1 an, mais en faible quantité. Depuis, le prix de l'essence a baissé seulement de 100 francs CFA, 20 centimes d'euros, suscitant la colère répétée de la population. Au Caire, manifestation dimanche de centaines de footballeurs égyptiens. Même Ahmed Hassan, le célèbre capitaine des Pharaons, l'équipe nationale était de la partie. Ils réclament la reprise immédiate de la saison de football et le versement de leur salaire. La reprise des matchs a été repoussée pour la 2e fois par le gouvernement pour raison de sécurité. Les autorités ne veulent plus prendre de risques après le drame de Port Saïd en février, où 74 personnes étaient mortes lors d'un match. Retour à Dakar et sur les violences de ce matin. Le bilan de ces violences fait état de 12 bus saccagés et calcinés. Les responsables de Dakar Demdik ont décidé de retirer leurs bus de la circulation pour des raisons de sécurité. Et cela a causé beaucoup de soucis aux usagers. Ibrahim Ndong. Je parle de choqué. Choqué, voilà le seul qualificatif trouvé pour apprécier cette situation. Les travailleurs de Dakar Demdik n'ont pas le cœur à la fête. 12 de leurs bus ont été vandalisés depuis ce vendredi. Parmi ces cars, celui-ci qui a été brûlé, mais le feu a été vite maîtrisé. Par contre, cet autre a été totalement calciné par les Tchantakoun, les disciples de Cheikh Bétchouchoun. La situation qui prévaut est catastrophique. Et ça, d'autant plus que nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis le samedi dernier où on nous avait cassé 9 bus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un bus calciné, un autre qu'on a sauvé de justesse. Les violences de ce lundi ont obligé les travailleurs de l'entreprise à ne pas honorer leurs engagements. Ils ont tout simplement décidé d'arrêter de circuler dès le matin. Conséquence, les clients ont payé les pots cassés. C'est triste et dommage pour le peuple sénégalais parce que nous utilisons tous le bus et franchement, c'est dur pour tout le monde, je peux dire, parce que les moyens ne sont pas suffisants. Et puis, c'est le bus qui nous rend, nous les Sénégalais, surtout ceux qui habitent. L'entreprise fait chaque jour un chiffre d'affaires de 15 à 17 millions de francs CFA. L'immobilisation de ces cars est synonyme d'un manque à gagner considérable, une situation pouvant même conduire au chômage technique des agents. L'acharnement continue. Nous risquons quand même de garer beaucoup de nos véhicules. Et même, est-ce que nous n'allons pas envoyer des gens au chômage technique? Parce que quand les véhicules doivent sortir et qu'ils ne sortent pas, nous n'avons pas besoin de gens qui restent au dépôt toujours.
Face à cette situation, l'appel au civisme et au sens élevé du patriotisme reste les maîtres mots. Nous avons des problèmes, c'est les populations qui vont en pâtir, en commençant par les travailleurs Dakar Dem Dikk. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes, c'est les populations qui vont en pâtir, en commençant par les travailleurs Dakar Dem Dikk. Nous avions interpellé chaque citoyen dans sa responsabilité, sa conscience, son introspection par rapport à la sauvegarde de l'outil de travail. Quelques soucis avec cet élément, la rentrée solennelle de la promotion 2012-2014 du CFJ, le centre de formation judiciaire. Magistrats et greffiers ont réfléchi sur le thème de l'accès à la justice. Kaltom Gueye. L'accès à la justice est fondamental dans un état de droit. Au Sénégal, les difficultés liées à cette question sont toujours d'actualité. La rentrée solennelle de la promotion 2012-2014 du centre de formation judiciaire a été l'occasion pour les magistrats de réfléchir sur cette problématique. Le premier facteur provoquant, qui est d'ordre économique, a tout simplement trait au coût des actes de procédure. Parce qu'en principe, la justice elle est gratuite comme tout service public, mais il y a certains débours que les justiciables doivent faire. L'autre facteur, c'est le facteur géographique. Vous allez par exemple dans un département comme celui de Médina Yoro Fula, dans la région de Kolda, mais il n'y a pas de tribunal dans ce département-là. Et déjà, pour y accéder, c'est tout un problème. Alors, pour dire à un habitant de Médina Yoro Fula de venir saisir la justice, alors là, c'est tout un problème. Et l'autre facteur, c'est lié aux aléas et lenteurs procédurales qui, malheureusement, continuent encore à perdurer dans le traitement des affaires judiciaires. Sur cette thématique, la tutelle a apporté des éléments de réponse. Pour elle, des actes notables ont été posés. Les maisons de justice ont été conçues pour se rapprocher des justiciables, afin de prendre en charge le contentieux inaccessible aux juridictions, quoique imbibé d'une forte charge émotionnelle et sociale. Elles constituent, ces maisons de justice, un magnifique alliage entre la justice à l'occidentale et nos mécanismes traditionnels de règlement des conflits. Nouveaux et anciens ont partagé et échangé sur tout ce qui touche aux fondamentaux des métiers de magistrats et de greffiers. Une manière pour ces jeunes admis de mieux mesurer ce qui les attend au cours de leur formation. Le Sénégal et la Banque mondiale réfléchissent à une nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté pour la période 2013-2017. Elle permettra d'utiliser efficacement l'enveloppe de 480 millions de dollars octroyée au Sénégal. Alioune Badara Kane. Par une démarche participative, la Banque mondiale se met à l'écoute des acteurs au développement au Sénégal. Le bilan du précédent programme 2007-2010 revisité, des améliorations sont notées dans l'accès à l'eau potable, la mobilité urbaine et l'éducation de base, mais 40% des Sénégalais sont toujours dans la pauvreté. En conclusion, beaucoup d'efforts sont à faire pour prétendre à l'émergence économique et cela passe par une rationalisation des dépenses publiques. La question que nous devons aujourd'hui regarder, c'est que est-ce que cette augmentation des dépenses publiques a été efficace et efficiente? Et ce que nous proposons de faire est de travailler avec le gouvernement et les appuyer à voir est-ce que nous pouvons augmenter l'efficacité et l'efficience des dépenses pour voir un peu si le Sénégal peut rejoindre les pays comme le Ghana et les Philippines qui, à même dépenses publiques, ont des taux d'index humain beaucoup plus élevés que le Sénégal. L'État prend bonne note. Pour 2013-2017, les priorités sont identifiées, les urgences sont nombreuses. Que cela cale avec nos priorités, que sont l'agriculture, que sont l'énergie, sont les infrastructures, la protection sociale. Aucun de ces points n'a été oublié. La formation, évidemment, la jeunesse. Partenaire stratégique, la Banque mondiale réaffirme son engagement aux côtés du Sénégal, un pays sous-développé certes, mais modèle de stabilité, un atout majeur pour attirer les investisseurs. Et puis à propos des manifestations de ce lundi, nous avons sur ce plateau le ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, Dakar a donc connu une matinée très mouvementée avec beaucoup de violence. Comment vous avez apprécié cela? Nous l'apprécions. D'abord dire bonsoir à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais qui nous regardent, à la communauté nationale et internationale, et dire au nom de Monsieur le Président de la République, en tant que ministre chargé de la sécurité des personnes et des biens, dire tout mon étonnement
que pour des raisons de transfèrement d'un de nos citoyens, M. Béthié-Thioune, qu'il y ait autant d'attitudes jusque-là non connues des Sénégalais, attitudes qui ont conduit à des destructions de biens publics. À l'état actuel, nous avons recensé plus de 123 véhicules saccagés ici à l'intérieur de Dakar. Et en plus de cela, avec une perturbation de l'ordre public, et le ministère de l'Intérieur a évité de demander aux forces de sécurité, qu'elles soient de la police ou de la gendarmerie, d'utiliser, à l'image de ces acteurs-là, de perturbation de l'ordre public, d'utiliser la force, même si cette force-là, effectivement, est la seule reconnue par la loi, la force qu'incarne l'État du Sénégal. Nous pensons que c'est des actes qui ne sont pas conformes à nos us et coutumes et que toutes les expressions démocratiques, celles liées à la défense des droits des citoyens existent et que de ce point de vue-là, nous appelons encore une fois ceux qui sont les talibés de M. Béthié-Thioune, nous les appelons à avoir des comportements respectant les principes des droits et libertés dans un état de droit. Sous ce rapport-là, nous attendons d'eux de continuer à croire à la justice sénégalaise parce que il ne serait pas acceptable ni tolérable que l'on continue de violer la quiétude des citoyens. L'État est là pour tous et nous avons le devoir de surveiller, sauvegarder, protéger tous les citoyens et leurs biens et que donc force restera à la loi de ce côté-là. Mais en lançant cet appel-là au détenu M. Béthié-Thioune, à sa famille et à tous ses talibés, je suis sûr qu'ils sauront raison garder pour la suite des événements. J'en profite également pour lancer cet appel-là à toute la communauté nationale, musulmane d'abord, en particulier l'ensemble des grandes familles religieuses, pour qu'elles sachent que c'est dans la paix qu'on construit un État, qu'on le développe, et que la violence ne doit être utilisée par aucune des sections de notre peuple. Et lancer également un autre appel à la société civile, qui est là aussi pour protéger tous les citoyens et leurs biens. Et de ce point de vue-là, il ne serait pas acceptable que cette société civile garde le silence et le calme face à des violations très flagrantes des droits et libertés des citoyens. Tout ceci pour dire que le Sénégal est un État de droit. Laissons le droit opérer toutes les défenses des libertés, des droits et libertés et les exprimer, qu'on utilise les méandres du droit et non pas les méandres de la force, car la force, je pense, peut appeler la force et en tant que ministre de l'Intérieur, je ne souhaite pas qu'on en arrive à une opposition entre la force légale républicaine, la force d'État et la force de groupe ou de communauté, car tous ces groupes, toute cette communauté-là appartient au peuple et nous sommes tous des parents, des frères. Et donc arrêtons, pendant qu'il est temps, l'utilisation de la force pour faire prévaloir une idée ou en tout cas des convictions. Voilà, Monsieur le ministre de l'Intérieur, merci. Merci donc pour cette intervention après les événements de ce matin, ces violences donc à Dakar. Une politique des technologies de l'information et de la communication en éducation pour le Sénégal. Le cadre d'orientation de cette politique a été présenté au cours d'un atelier de partage et de validation. Microsoft est partenaire du ministère de l'Éducation dans cette politique. Salut Ndiaye.
Depuis plusieurs décennies, le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec ses partenaires, déroule des projets en matière de technologie, de l'information et de la communication en éducation. Ainsi, de nombreuses initiatives ont été lancées dans le but d'informatiser l'ensemble du système éducatif national. J'avoue que beaucoup de projets se sont déroulés. Il y a eu le projet WorldLinks, il y a eu le projet PIS, il y a eu le projet Logo. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que tous ces projets avaient eu des résultats, mais il n'y avait pas eu une évaluation, ni une généralisation ou une extension. C'est la raison pour laquelle, après 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, on a décidé d'organiser donc cet atelier. Une équipe restreinte a travaillé et a produit le document. Aujourd'hui, il nous revient à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le document. Fort de toutes ces expériences qui n'ont pas produit l'effet escompté, le ministère de l'Éducation nationale élabore et met en œuvre une politique d'informatique pédagogique et de technologie de l'information et de la communication en éducation. J'estime qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire de pertinent, d'efficace sans un bon système d'information et de communication, sans l'utilisation des TIC. Rien d'important également ne peut se faire sans une bonne utilisation des ressources numériques. C'est d'autant plus important que je pense que c'est une question d'équité, parce qu'avec les TIC, nous avons un anéantissement des licences, c'est-à-dire une réduction des licences à zéro. L'enfant qui se trouve à Kédougou a les mêmes chances que l'enfant qui se trouve à Dakar. Au niveau des logiciels, il y a toute une gamme de séries de logiciels qui accompagnent à la fois les enseignants, l'administration et également les élèves. Donc c'est l'ensemble de ces solutions que nous présentons aujourd'hui. Ce document d'orientation de la politique ANTIS va servir de cadre de référence aux différents projets. Son adoption va améliorer l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les programmes du système éducatif national. L'Église catholique du Sénégal lance la nouvelle année pastorale. Ce plan d'action permettra aux fidèles chrétiens de rencontrer, de connaître et d'accueillir le Christ dans la foi. Toutes les paroisses de l'archidiocèse de Dakar ont pris part à la rencontre. Louise Bizza. Éclairée par des bougies, symbole de purification et d'amour, l'Assemblée a répondu présente. La traditionnelle messe de lancement de l'année pastorale a réuni l'ensemble de la famille diocésaine à travers ses différentes composantes. Cette année, 4 événements sont célébrés. Nous y célébrons à la fois l'élaboration et le lancement de notre 3e plan d'action pastorale 2012-2017. Deuxièmement, l'ouverture diocésaine de l'année de la foi voulue par notre Saint-Père le Pape Benoît XVI et lancée par lui-même jeudi dernier 11 octobre. Troisièmement, le synode sur la nouvelle évangélisation réuni en ce moment même à Rome. Enfin, le dimanche des missions que nous voulons désormais comme tremplin du lancement de l'année pastorale dans l'ensemble des communautés paroissiales de notre archidiocèse. Tous ces événements consistent à ramener à la conscience des chrétiens la vocation et la mission de l'Église. La famille diocésaine ne saurait se soustraire à son devoir, celui de jouer sa partition dans cette mission. Gardant en toile de fond la poursuite des 4 objectifs stratégiques auxquels nous sommes maintenant familiarisés, à savoir la communion, la liturgie, sanctification, le témoignage et le service. Nous, membres de la famille diocésaine, évêques, prêtres, religieux, consacrés plutôt et laïcs, enracinés en Jésus-Christ, animés par l'Esprit Saint, nourris et unifiés dans et par l'Eucharistie, nous bâtissons l'Église famille de Dieu, lieu et artisan de réconciliation, de justice et de paix dans le Sénégal et l'Afrique d'aujourd'hui pour l'avènement d'un monde nouveau.
L'évangile du jour appelle à ce dynamisme missionnaire qui aide les chrétiens à se départir des préjugés et de la peur pour aller à la rencontre du Christ. Cela passe évidemment par la sensibilisation, par la communication soignée et répétée, et l'ouverture d'esprit et de cœur permettant d'aller vers l'autre, de le chercher, de le trouver et de l'intégrer pour qu'il se sente concerné. L'année de la foi, proclamée par le pape Benoît XVI sous le signe du renouveau de l'Église et de la nouvelle évangélisation, interpelle tous les chrétiens. En ce début de l'année pastorale 2012-2017, le cardinal a invité l'Assemblée à intégrer l'appel du Saint-Père dans son quotidien. Du football et de la natation au menu du lundi sport. Bonsoir François Sec. Bonsoir cher. Alors Françoise, le match Sénégal-Côte d'Ivoire, on en parle toujours, c'est la veille d'armes, on devait connaître la sanction infligée à notre pays dans moins de 48 heures. Eh oui, la fin du match Sénégal-Côte d'Ivoire se jouera donc au niveau de la Confédération africaine de football suite à son interruption à Dakar. Alors, quel dossier présenter à la structure africaine pour alléger les sanctions qui planent sur le football sénégalais? Explication Henrik Bokoko. Les conditions semblaient pourtant être réunies pour que le choc Sénégal-Côte d'Ivoire se déroule dans la sportivité. Hélas, la rencontre a été interrompue à 20 minutes du terme. Des supporters dépités par la tournure du match ont manifesté leur courroux par des actes de vandalisme. Résultat des courses, le Sénégal est exposé à d'éventuelles sanctions. Une question mérite alors d'être posée. Quel dossier présenter à la CAF? Les membres du bureau fédéral s'attellent afin de concocter un document qui pourrait amoindrir les sanctions qui planent sur le football sénégalais. La déclaration faite à Kinshasa par le président de la République sera d'un apport considérable. Je regrette profondément ce qui s'est passé, puisque ce n'est pas un esprit sportif, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fair play. Et nous devons condamner cela très fermement, présenter nos excuses à la Côte d'Ivoire, à la CAF, à la FIFA, au monde entier, puisque le Sénégal est un pays de teranga. Conscient de l'excellence des rapports qui existent entre les fédérations sénégalaises et ivoiriennes de football, une rencontre a été tenue dans ce sens à Dakar. Une démarche qui concourt à densifier le dossier du Sénégal. N'avons aucun sentiment négatif à l'endroit de la fédération sénégalaise et du peuple sénégalais. Parce que personnellement, je suis arrivé en début de semaine avant le match, et tout a été fait pour que ce match se passe dans de très bonnes dispositions. Le document qui sera présenté à la CAF devra contenir des éléments qui militent pour l'allègement des sanctions, une formule suggérée par les juristes. Il faut se battre dans ce procès, déjà sur les faits pour lesquels, et ne pas aller invoquer une jurisprudence ou accabler déjà le Sénégal pour dire que c'est extrêmement grave, etc. Le Sénégal sera fixé sur son sort lors de la prochaine réunion de la commission des disciplines de la Confédération africaine de football qui se tiendra le 24 octobre à Durban, en Afrique du Sud. La fin du tournoi de la zone verte ce week-end au Lampan dans le département, dans le Bignona, était en fait. Tout à fait. L'ASC du village de Django remporte la finale de ce tournoi de la zone verte, un tournoi qui regroupe plusieurs villages de la communauté rurale de Oulampan dans le département de Bignona, accompagné des responsables de l'APR. La marraine Nyima Sonko a réitéré son engagement à soutenir les actions des populations moussamane. Les populations de Django, village situé dans le département de Bignona, se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux à Nyima Sonko et sa délégation. La responsable de l'UFD, parti membre de la coalition Macky 2012, est la marraine du tournoi de football dans la zone verte. Après l'accueil, elle fait un tour sur le chantier du nouveau dispensaire dont les travaux sont en cours de finition. La finale de cette année a opposé l'équipe de Marboune en rouge à celle de Django en noir. Et ce sont les Noirs de Django qui l'emportent à l'issue de la série de tirs au but. Une belle fête de la jeunesse. La joie est grande dans la mesure où, depuis le championnat jusqu'à la finale, il n'y a pas de problème.
Vraiment, c'est l'esprit de fair play. Donc si c'est comme ça le football, vraiment c'est encourageant. Parce qu'en général, le football, c'est un rassembleur, d'après les grands penseurs sportifs. Ça m'a fait beaucoup plaisir, d'autant plus que ça prouve que les gens aspirent à la paix. Et que nous, on est là pour ça, quoi, pour la paix. Nous sommes là pour ça. La marraine, très satisfaite, a réitéré son engagement à être aux côtés des populations de Django. Dans l'unité que nous pouvons relever les défis énormes qui interpellent tout bon citoyen soucieux du devenir de son pays, de sa localité. Je reste persuadé que la coloration politique ne saurait constituer un obstacle quelconque à l'épanouissement total d'une société et que la grandeur d'un politique véritable se mesure à sa capacité à taire ses intérêts personnels au profit de ceux de sa communauté. Plusieurs récompenses ont été distribuées aux différentes ASC. Françoise, nous parlons de social avec ce SOS pour le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique 1974 qui souffre de troubles cardiaques. Et oui, Pierre Ndaye Moulamba, c'est son nom. Alors son nom ne dit certainement pas grand-chose aux plus jeunes, mais retenez que c'est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique de 1974 avec l'équipe de la RDC. Aujourd'hui, Ndaye Moulamba est malade, souffrant de problèmes cardiaques. Seulement, il n'a pas assez de moyens pour se prendre en charge. Un SOS est lancé dans son pays pour venir en aide à ce héros du ballon rond dans une situation difficile. C'est un héros du football congolais. On le surnommait Mutumbela, le croque-mitaine, parce qu'il ne faisait qu'une bouchée des gardiens. En 1974, avec les Léopards, en Égypte, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Il devient le meilleur buteur d'Afrique en marquant 9 buts en 6 matchs. Aujourd'hui, âgé de 64 ans, Pierre Ndaye Moulamba est malade. Admis à l'hôpital de Kinshasa, l'ancien footballeur n'a pas les moyens de se soigner. Ses problèmes cardiaques nécessitent des examens poussés. Mais sans argent, c'est un problème. Même si jusqu'à présent, l'hôpital n'a pas exigé d'avance sur les frais médicaux. L'administrateur de l'hôpital a dit que j'avais fait le bonheur de ce pays. Ils ont tenu une réunion et ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas me laisser mourir. Ils ont même dit qu'ils étaient prêts à accepter la faillite pourvu que je me tienne debout. Après avoir fait les beaux jours du football congolais, Pierre Ndaye Moulamba se sent abandonné. C'est l'incompréhension face à un gouvernement jusqu'à présent indifférent. La joie qu'a amené Ndaye dans ces pays, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Aucune autorité jusque l'année passée pour voir demander ne fût-ce que l'état de santé de Ndaye. Aucune autorité n'est passée par là. Cette précarité, tous les anciens joueurs des Léopards la vivent aujourd'hui. Depuis leur victoire à la CAN en 1974, ils n'ont presque jamais touché d'argent. En 2011, le chef de l'État, Joseph Kabila, leur promet une prime forfaitaire de $500 par mois. Ils la toucheront 2 fois, puis plus rien, malgré toutes les démarches entreprises. Parmi nous, il y a les dignitaires de l'État qui ont été décorés et tout ça par l'État. Et allez comprendre que même l'État qui a fait de certains joueurs des dignitaires, il les clochardise. Mais ça n'a pas de sens. Les anciens Léopards ont décidé de réagir, mais cette fois devant la justice. Ils comptent saisir les tribunaux pour obtenir une aide financière et ne plus être sur la touche. Des anciennes gloires françaises aux oubliettes, après avoir fait vibrer nos pays. Oui. C'est une situation qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de pays quand même. Oui, beaucoup de pays africains, mais je pense qu'il est temps quand même que les États commencent à prendre en charge ces footballeurs qui ont quand même beaucoup donné à leur pays. Tout à fait, tout à fait. Espérons également que ce SOS sera entendu. Nous allons en France où on a joué la 9e journée du championnat ce week-end. Eh oui, une 9e journée que tu as suivie, cher, avec beaucoup d'intérêt.